Vous écoutez Parler Cuisine, le podcast qui vous aide à mieux cuisiner, avec Marc et Guy. Merci de nous rejoindre pour une création originale de Guy sous forme de tapas. On va se régaler. Mademoiselle, madame, monsieur, bonjour, c'est Marc au micro. Ça fait 5 ans que vous nous écoutez. C'est le podcast Parler Cuisine qui ne serait rien sans la voix tonitruante, la voix enveloppante, la voix envoûtante de Guy et son savoir qui l'accompagne. Oh là là. Il est là aujourd'hui encore en plus pour nous nourrir les oreilles avec la sérénité d'être consacré au tapas. Bonjour Guy. Bonjour Marc, bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Eh bien d'emblée, je dois déjà vous reprendre, cher ami, Pourquoi ? parce que vous avez dit tapas, alors qu'on doit dire tapa, puisque singulier c'est tapa. Voilà. Ah, oui, bah écoute, ça, Ah, oui. tapas, laissez-les, voilà. Écoute, Voilà. on dit un pan-perse ou des pan-perses? Ah, mais ça c'est un nom propre, hein, ça. Parce Tandis que que tapa, c'est un nom commun. c'est une déformation C'est une de déformation. père de famille quand on, Oui. quand on a transformé trop de pan-perse. Oui. S'il y a un mot qui a un S à la fin, on le met partout, C'est même ça. au singulier. Et alors Désolé. parfois c'est la consonne du début qui induit en erreur, parce que j'ai déjà entendu quelqu'un dire un zakouski. Ben, exactement. Parce qu'on dit des zakouski, alors bon. Oui, voilà. Donc, Oui, mais non, attends, donc ce que je veux dire, pardon, on doit dire un. non, un akouski. Il y a des gens qui disent un Oui, mais akouski. un akouski, voilà, c'est ça que j'ai déjà entendu, un akouski. Et des gens qui faisaient des petits aprons. Des petits napperons. Voilà. Des aprons, un apron, des aprons. Un apron, des aprons. Bon. Bon, alors aujourd'hui, on continue sur les tapas. Les tapas, c'est ça. Tu vas nous, Oui, tout à fait. on a un peu préparé là et tu m'as envoyé une photo d'une superbe salade que tu voulais donc qui se donne en entrée, qui est une composition à toi. Et rien qu'à la regarder, je salive, j'ai envie de mordre dedans. Donc je vais mettre ça a une belle couleur. Hein. Oui, alors la photo va être sur le site parlercuisine.com. Vous allez sur l'épisode, cet épisode-ci. Et puis sinon, vous allez sur Facebook, je crois que je vais aussi la mettre. Et peut-être aussi sur Instagram, si vous allez regarder. Si vous ne suivez pas encore, c'est l'occasion d'aller voir. Et donc là, c'est une entrée, c'est ça ? Oui, alors pour être tout à fait honnête avec nos auditeurs, puisque nous sommes toujours très honnêtes, il faut reconnaître que c'est une assiette que j'ai réalisée au printemps. Néanmoins, vous allez voir, la composition recèle toute une série de produits qui sont disponibles une bonne partie de l'année. Non seulement au printemps, mais aussi pendant tout l'été et même encore en automne sans aucun problème. Alors, c'est une assiette qui se caractérise par sa fraîcheur et vous aurez deux photos. Vous allez avoir une photo de la composition en entrée, puisque c'est comme ça que je l'ai réalisée. Et en même temps, j'ai réalisé la même composition, le jour même donc, en tapas, pour bien vous montrer qu'il n'est pas difficile du tout de transposer un plat, quel qu'il soit, en version miniature et en tapas, tout en gardant éventuellement même l'esthétique du plat. Donc, on garde les produits, on garde le même style de présentation, on garde évidemment le goût, l'assaisonnement, il n'y a aucun problème. Ce qui va varier, c'est que la quantité que l'on va servir en tapas est évidemment nettement inférieure. Elle va représenter à peu près, je dirais, un quart ou un cinquième ou un sixième de la composition d'origine. Donc ici, vous allez avoir finalement, je dirais presque deux recettes pour le prix d'un. Vous allez avoir la recette de l'entrée et vous allez avoir la recette, je dirais, ou en tout cas la manière de procéder pour réaliser en petite dimension, donc pour servir en tapas. Donc petit rappel pour ceux qui nous prennent au vol, on voulait faire une série d'été sur les tapas et tu avais expliqué lors du premier et du deuxième épisode que en fait tout peut être tapas et aux grandes dames de certaines personnes qui justement proclament qui disent le contraire. Et toi justement tu as expliqué, tu avais commencé déjà brièvement à expliquer comment on pouvait faire des tapas très simples et donc là tu viens avec un cas pratique d'une entrée. Exactement. Qu'on peut transposer en tapas, mais on pourrait éventuellement faire ça avec toutes les entrées qu'on a dans la cuisine française. Oui, et je dirais même qu'on peut même le faire avec tous les plats principaux. Hein. On va prendre un exemple, allez, une carbonate flamande qu'on pourrait servir avec des pommes de terre frites. Vous allez me dire, oui, mais bon, je veux faire ça en réduction, comment je fais? Et il suffit tout simplement de présenter la composition dans une petite cocotte, hein, parce qu'on a vendu, c'était un peu la mode il y a encore 3-4 ans, 5 ans, on a vendu comme ça dans les rayons quincaillerie des supermarchés, dans les rayons art de la table, des cocottes en réduction, des cocottes miniatures plus belles les unes que les autres. Hein.
C'était parfois même des reproductions à l'identique de cocottes beaucoup plus grosses de type le Creuset, hein, mais il y en avait également en porcelaine, elles n'étaient pas toutes en fonte. Et il suffit tout simplement, c'est de transposer le dressage d'un plat, je dirais, qui se sert traditionnellement dans une assiette profonde ou dans une assiette plate, euh, tout simplement dans une petite cocotte qui va imiter la présentation d'origine du plat, donc qui peut se servir éventuellement en cocotte à table. Alors la seule chose qu'il faut savoir, et ça je l'avais déjà dit lors d'un précédent épisode sur les tapas, c'est qu'on a quand même beaucoup de vaisselle. Il faut reconnaître que Mais le euh, lave-vaisselle est ton ami. le lave-vaisselle doit être un ami, doit être un allié, parce qu'on a vite de lave-vaisselle si on sert évidemment une petite cocotte par personne pour un plat, et puis après une seconde, et puis alors une petite verrine, et puis un petit ramequin, ainsi de suite. On a vite beaucoup de vaisselle. Alors c'est pour ça qu'on peut aussi privilégier euh, le service des tapas un peu autrement. C'est de faire du plat collectif, et puis après chacun a, je dirais, un petit plat individuel où il se sert dans le plat collectif, et puis à ce moment-là, il se sert dans son propre récipient, et puis il déguste dans son propre récipient. Maintenant, au niveau de la présentation, c'est évidemment beaucoup plus beau si chacun reçoit son petit récipient approprié. Et encore une fois, je le rappelle, il y a de la vaisselle. Alors, moi, justement, j'en profite pour dire que nos auditeurs qui ne sont pas des idiots, si ils aiment écouter les podcasts, ils aiment faire la vaisselle. Parce que moi, enfin, personnellement, depuis que j'écoute des podcasts, la vaisselle est beaucoup moins une corvée. Et justement, je suis parfois un peu triste qu'il n'y ait plus de vaisselle à laver alors que l'épisode que je suis en train d'écouter n'est pas terminé. C'est vrai que ça permet de se meubler le temps et des Voilà. oreilles tout en travaillant. Alors, je vais un petit peu commenter et expliquer les raisons pour lesquelles j'ai composé ce plat. Alors, j'avais remarqué sur Internet dans une émission, enfin, disons comme document d'une émission que j'écoute de temps en temps, si mes souvenirs sont bons, c'était donc au mois de mai, il y avait une association d'asperges et de fraises. Alors, c'était un plat tout simple. Ici, avec ces deux produits-là, bien sûr, il y avait l'assaisonnement. Hein. C'était non pas un dessert, mais un plat salé. Alors, j'ai réfléchi un petit peu en me disant, mais bon, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à ça pour complexifier le plat, pour le rendre, je dirais, vraiment, vraiment fun, vraiment festif. Alors, je me suis dit, tiens, euh, la rhubarbe et la fraise, ça va bien ensemble. D'ailleurs, on réalise des confitures à base de ces deux produits qu'on associe. Donc, j'avais l'asperge. J'ai pris de l'asperge verte pour la couleur. Il y a la fraise. J'ai pris des fraises de qualité, des fraises qui ont du goût, Des mais fraises fraîches? euh, des fraises fraîches, bien entendu. Maintenant, on peut mettre les fraises qu'on veut, je vais dire, selon la région dans le monde où on se trouve. On n'est pas obligé je dirais, de prendre des fraises qui soient belges ou qui soient françaises. Si on se Oui. trouve aux États-Unis ou en Italie, on prend un produit goûteux, mais un produit du pays. Alors donc, je me suis dit, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme partie protéinée? Et je trouvais que la copa, c'était un article qui allait très bien parce qu'on l'utilise relativement peu en cuisine, je dirais, nordique. Par contre, la copa, c'est un produit qui est très, très connu dans le Midi. Pour rappel, ce qu'est la copa, c'est au départ une charcuterie italienne, plutôt une salaison italienne, qui est réalisée à partir de l'échine du porc. Donc, l'échine du porc, c'est en fait, on va dire, c'est le dessus du cou, hein, voilà, pour dire les choses. Donc, c'est une viande qui a été désossée, qui est traitée un peu comme si c'était du jambon salé. Donc, la viande a été salée, elle est épicée, elle est roulée sur elle-même, elle se présente sous forme, je dirais, d'une espèce de gros roulé qui fait à peu près 1,5 kg, qui présente des nervures, je dirais, très persillées dans la viande. Il y a à la fois de la chair, mais il y a également beaucoup de gras qui forment des marbrures blanches. C'est ça qui Alors, donne il le goût, hein. existe, c'est ça qui donne le goût de toute façon. Et alors, il existe différents types de copa. Il y a la copa italienne, bien sûr. On la rencontre également dans les parties italiennes de la Suisse. Quand je dis italienne, c'est-à-dire de langue italienne de la Suisse, donc dans le sud de la République helvétique. Et on la trouve également en Corse parce que la Corse et l'Italie, au niveau des charcuteries, ont beaucoup de similitudes. Hein. Et sans compter que la Copa Corse a en plus une appellation d'origine protégée. Donc, ce sont des produits de qualité qu'on consomme comme si c'était tout simplement, je dirais, un jambon de Parme. Hein. C'est vrai Ça que fait ça partie. ressemble à un jambon de Parme, comme ça, quand Mais, c'est coupé, mais c'est-à-dire que les tranches sont rondes. la couleur, oui, les tranches sont rondes, ce qui n'est pas le cas du jambon de Parme où les tranches sont allongées. La viande n'a pas la même texture. Hein. C'est une viande qui est très rouge, qui peut être soit rouge vif, qui peut aller vers le brun foncé.
C'est une viande qui a beaucoup de goût, c'est une viande qui est tendre et qui se coupe toujours en tranches fines. Alors elle peut être tendre quand elle est plus jeune et elle peut être plus sèche quand elle est plus, je dirais, plus maturée. Hein. Donc, je rappelle que toutes les viandes qui sont salées et puis qui sont mises à sécher perdent graduellement l'eau qu'elles contiennent et deviennent plus dures. Alors, plus la viande, que ce soit un jambon de Parme, un jambon sec ou que ce soit la copa ici, plus la viande, je dirais, asséchée, plus elle est dure et plus on la coupe en tranches fines pour pouvoir la déguster facilement. Je peux en Alors, profiter pour jeter un coup de gueule. bien sûr, Bon, d'abord, une question. Est-ce que ça se mange sur du pain? La copa toute seule? ça peut très bien se manger sur du pain. Comme beaucoup de Ça peut très salaisons bien. comme ça. Parce que Oui, ça peut. j'en profite alors du coup, merci de me confirmer ça. Quel est l'idiot qui a été inventé des tranches de pain carrées avec des morceaux de salaison ronds pour mettre Et dessus? c'est la raison pour laquelle il y a des tranches de pain tout à fait rondes qu'on peut très bien utiliser en Parce que canapé. j'ai le même problème avec les gens, Mhm. certaines tranches de jambon et certains fromages ou certains trucs. C'est pas le même format. Alors tu es Bien obligé de sûr. couper et de composer un petit Alors, peu pour. je te réponds tout de suite. On a inventé des tranches de pain carrées, comme le pain toast, pour les tranches de fromage qui sont carrées. Voilà. Oui, mais pour toutes les Ça salaisons, tombe bien. salami et copa, etc., Alors, ben, qui c'est sont pour ça qu'il y a ronds. du pain rond et j'en ai ici. Maintenant, on a développé des pains sous forme d'espèces de tubes qui sont coupés en tranches, qu'on peut toaster, qui ont, je dirais, des Ah, dimensions c'est pas encore arrivé chez allant moi. du petit au moyen. Voilà, c'est peut-être pas encore arrivé, Non. mais ça existe. Bref, Donc, excusez-moi. Continue. résumons. Alors, de quoi avons-nous besoin? Je vais donner un petit peu les quantités pour une personne et puis vous transposerez. Alors, on a besoin par personne de l'équivalent de 2 belles fraises. On a besoin deux ou trois asperges vertes, pas trop épaisses, hein, disons bien fines, ce serait l'idéal. Cuites On ou a pas? besoin, pardon? Faudra les cuire ou pas? Ah oui, il faudra les cuire, Ok. évidemment, il faudra Ouais. les blanchir. Alors, mais j'expliquerai le détail après. Hein. Ok. Alors, on a également besoin d'un morceau de branche de rhubarbe, si possible de la rhubarbe qui est rouge ou qui est rose. Et on a besoin de 3 tranches de copa, donc ce n'est pas énorme, hein, il n'y a pas énormément de viande par personne pour la composition, et puis d'un petit morceau de cive ou de jeune oignon blanc, la partie blanche de l'oignon, donc la partie de la base. Voilà, un petit peu d'assaisonnement. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'était tout simplement une huile. Alors vous choisissez une huile qui vous plaît. Ça peut être une huile neutre si vous préférez garder le goût initial des différents produits. À ce moment-là, vous mettez une huile de type huile de pépin de raisin, par exemple. Ça peut être une huile qui pourrait être une huile de type huile de noix, mais à condition de ne pas la mettre pure et de la couper, parce que là, vous allez quand même donner un goût extrêmement fort à la préparation. Ça peut être également une huile herbacée. Alors, vous avez de très belles huiles herbacées dans le cas des huiles de type huile d'olive, mais moi j'aime beaucoup l'huile de chanvre à ce niveau-là. Vous pouvez également prendre une huile parfumée, pourquoi pas une huile d'olive parfumée à l'essence de citron. Hein. Je ne mettrai pas une huile d'olive, par exemple, parfumée au basilic. Voilà. Je resterai, disons, dans la gamme éventuellement des fruits. Ok. Et alors, quelques gouttes de crème de vinaigre balsamique. Alors, on a fait un petit peu tout et n'importe quoi avec le vinaigre balsamique. Je rappelle que le véritable vinaigre balsamique est réalisé à partir d'un mou, c'est-à-dire un jus de raisin qui est sucré à la base et qui est fermenté puis qui est vieilli. Hein. Donc, il y a une partie du sucre du mou qui se transforme en acide acétique, mais le vinaigre balsamique reste, je dirais, toujours un vinaigre qui est très doux. Alors, quand on va à Modène, je n'y suis pas allé, mais enfin, bon, je suis allé dans ce coin-là quand même, les grandes maisons qui fabriquent des vinaigres balsamiques font vieillir leur vinaigre dans des petits fûts en bois et nous avons comme ça des vinaigres balsamiques qui atteignent des âges respectables et surtout des prix extrêmement, je dirais, extrêmement chers. Et le véritable vinaigre balsamique, il devient épais. Plus il est vieilli, plus il devient épais, il devient sirupeux comme ça. Alors on le vend dans des petites bouteilles qui font, je dirais, 1 décilitre et même parfois moins. Et alors on le verse goutte par goutte sur le produit qu'on veut assaisonner. Ça devient vraiment une quintessence de vinaigre. Alors ici, je n'ai pas utilisé ce genre de vinaigre, bien que j'en possède. J'ai utilisé un produit du commerce beaucoup plus courant et qui est une crème de vinaigre balsamique. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des vinaigres balsamiques qui servent de décor. On vend ça dans des burettes en plastique avec un petit bec, je dirais une petite pipette, si on peut appeler l'expression, et qui permet de faire comme ça des gouttes. C'était la grande mode des gouttes sur les assiettes. Et je ne suis pas un grand fanat des gouttes, mais dans ce cas-ci, c'est ce que j'ai fait. Vous verrez sur la photo, j'ai mis comme ça une goutte de vinaigre balsamique sur les fraises et je n'en ai pas mis ailleurs justement pour ne pas parasiter
pour ne pas parasiter le plat. Je n'avais pas de raison d'aller mettre du vinaigre, par exemple, sur les asperges ou sur la rhubarbe, ça Mais n'avait aucun si on sens. n'aime pas trop le vinaigre balsamique, ou est-ce que si celui qui en a pas, il peut prendre quoi d'autre? Mais on peut prendre éventuellement un autre vinaigre, mais alors on n'aura plus la même, je dirais la même présence. Parce qu'en réalité, je n'ai pas assaisonné vraiment huile-vinaigre. J'ai mis un tout petit peu d'huile comme ça à la cuillère, légèrement sur les asperges. Je n'ai pas mis d'huile vraiment sur les fraises parce que j'ai fait l'association vinaigre balsamique fraise qui est un grand, je dirais un grand accord au niveau des desserts, hein. C'est un grand classique d'associer ces deux produits-là. Et j'ai un petit peu été rechercher cette idée, je dirais, qui transpose à la fois certaines choses de dessert avec certaines choses qui étaient ici finalement une entrée froide. Hein, donc voilà, c'est un petit peu l'association, comme ça vous comprenez un petit peu quelle a été ma démarche d'un point de vue intellectuel. Et alors pour compléter, je n'ai pas mis de jeunes oignons autres que la partie blanche. La partie blanche est la partie la plus douce des jeunes oignons ou bien des cives, hein. Elle est même un tout petit peu sucrée. Donc j'étais dans l'idée d'un plat qui associe à la fois les choses un tout petit peu sucrées avec les choses salées. Et si j'avais mis la partie verte des jeunes oignons, d'abord ça n'aurait pas été très très beau esthétiquement, et deuxièmement j'aurais mis quelque chose de piquant. Et je ne voulais pas mettre quelque chose de piquant. Hein, Ok. donc je n'ai mis que la partie blanche. Et alors pour parfaire le décor, vous verrez qu'il y a comme ça des espèces de petits cheveux bizarres. Ce sont en fait des germes, des pousses de betterave rouge ou de chou rouge, hein, qui restait un petit peu dans l'idée de la couleur, du violacé, etc. Donc voilà, Donc pour la présentation des germes de chou rouge. voilà, vous avez comme ça, je dirais, tous les ingrédients, et puis vous verrez, vous pouvez faire l'assiette en plus petit, l'assiette en plus grand, c'est pas un problème. Maintenant, je vais vous donner le traitement quand même. C'est une création originale de Guy, et à chaque fois, quand il fait une création originale, il oublie de la nommer. Donc on avait discuté pendant un quart d'heure pendant la préparation en essayant de trouver un nom pour ce plat. Et Guy a dit, ben, on n'a qu'à demander aux auditeurs s'ils avaient un meilleur nom que ce qu'on a trouvé. Donc on va mettre la photo, et puis je vais dire, voilà, trouver un nom pour ça. Merci ceux qui nous ont écoutés d'aller regarder la photo et puis de proposer un nom. Et on avait proposé quoi, Guy? Alors, on avait parlé d'une assiette alpa. Alors, bon, c'est encore de nouveau tiré un peu par les cheveux, hein. Oui. En fait, dans cette composition, il y a association de produits, on va dire, de deux grandes origines. Il y a l'Italie d'une part, et puis il y a la Belgique. Il y a la Belgique, pourquoi? Parce qu'il y a la fraise, qui peut être une fraise de Wépion, il y a des asperges vertes. Bien sûr, on trouve des fraises et des asperges vertes ailleurs qu'en Belgique, hein, c'est Oui. évident. Et puis, il y a la Copa. Et puis, tout en discutant, j'ai proposé ceci à Marc en disant, oui, mais bon, nous avons un couple royal qui est retraité maintenant, qui est donc le roi Albert II et la reine Paola, qui est elle d'origine italienne et je pense même sicilienne. Et alors, ils ont un yacht, ils ont un bateau, ils naviguent en Méditerranée qui s'appelle l'Alpa. Pourquoi? Ben pour Albert et Paola. Et je me suis dit, tiens, on pourrait très bien appeler ça l'assiette Alpa, puisque finalement, on va associer deux types de produits, des produits d'origine italienne et des produits d'origine belge. Mais encore une fois, c'était par pur chauvinisme. Non, mais moi, parce que je trouvais que c'est justement la présentation, ça fait un peu une assiette royale. On voulait, bon, le nom salade folle avait déjà été pris, donc on va Oui, salade peut-être. folle, bon, c'est du ressucé, comme on Oui, dit, donc donc on va pas c'est. mettre ça, Non, hein. non, pas du tout. Mais bon, ça vaut la peine. En tout cas, c'est très appétissant, c'est très simple. Et donc, comment tu Alors, vous verrez, procèdes? c'est d'une simplicité extraordinaire. Oui. Il n'y a qu'une seule contrainte, et là, elle est quand même de taille, c'est que c'est une assiette qui se prévoit dans la mesure suivante. C'est qu'il est nécessaire, par contre, de traiter la rhubarbe la veille. Là, on n'a pas le choix. Alors, comment fait-on? Il faut faire ce qu'on appelle une rhubarbe semi-confite, et j'ai déjà expliqué que la rhubarbe semi-confite, je l'avais découverte en allant me régaler chez Pierre Troisgros, à l'époque où je me rendais dans son restaurant. Et j'avais mangé, ça remonte à quand même il y a quelques années, hein, j'avais mangé une escalope de foie gras chaude, bien sûr, avec une sauce à la rhubarbe. Et j'étais étonné, c'est de trouver dans la sauce des petits morceaux de rhubarbe sous forme de petits bâtonnets qui avaient le goût de la rhubarbe, qui étaient sucrés, donc ils n'étaient pas du tout acides, ils étaient légèrement acidulés, et surtout qui tenaient en forme, hein, qui n'était donc pas blette. Quand on prend de la rhubarbe et qu'on veut la faire cuire avec un peu de sucre et même avec un petit peu d'eau, ben, la rhubarbe, elle tombe très rapidement en compote et on a des fils, on n'a rien d'autre. Or là, on avait des petits morceaux de rhubarbe, des petits bâtonnets de rhubarbe, comme de très très grosses allumettes, hein. On va dire comme ce qu'on appelle une pomme allumette, c'est-à-dire Oui. une pomme de Une terre frite, quoi, oui. frite, mais taillée à 3 mm, 3-4 mm de section. Et je me suis longtemps demandé comment on faisait. Et puis j'ai quand même fouiné et je me suis rendu compte
qu'il fallait en fait mettre à macérer dans du sirop bouillant qu'on versait dessus les morceaux de rhubarbe la veille, hein, je dirais pendant au moins une douzaine d'heures. Donc on réalise un sirop de sucre simple, poids pour poids d'eau et poids pour poids de sucre, dont le total doit avoir approximativement le poids des rhubarbes qu'on veut traiter. Donc vous prenez vos rhubarbes. Alors vous êtes libre de les effiler ou pas. Vous les taillez en morceaux. Alors ici, pour faire ça, j'ai fendu la rhubarbe dans l'épaisseur sur la longueur, de manière à ne pas avoir évidemment les morceaux aussi gros et aussi larges que ce qui n'était. Je ne les ai pas épluchés pour la raison suivante, c'est que les fibres de rhubarbe, comme d'autres fibres végétales, sont extrêmement intéressantes pour le transit intestinal. Et Voilà. puis c'est joli, Donc, la peau est rouge, hein, ça et fait de puis la c'est couleur. joli Hein. parce que la peau est rouge, tandis que quand on enlève la peau, on enlève une partie de ce rouge. Donc, j'ai fait ça la veille. Et alors, pour des raisons, je dirais, de santé, je ne l'ai pas réalisé avec du sucre. J'ai réalisé la chose avec un succès d'année de sucre. On ne doit mettre que la moitié. Donc, dans ce cas-ci, je n'ai pas respecté la proportion poids pour poids. J'ai respecté la proportion une part de ce faux sucre pour 2 parts d'eau. J'ai amené à ébullition et puis j'ai versé ça sur je dirais sur l'ensemble de mes bâtonnets de rhubarbe. Alors, petite remarque en passant, vous pouvez très bien avec ça, avec cette idée-là, faire une coupe glacée. Hein. Vous mettez Ces à ce bâtonnets de moment rhubarbe peuvent servir à d'autres choses. à autre chose, voilà. Donc vous Ouais. mettez par exemple une boule de glace vanille, hein, ou une boule de sorbet fraise, ou les deux. Vous mettez comme ça les morceaux de rhubarbe, je dirais, qui vont macérer pendant au moins 12 heures dans ce sirop bouillant, que vous avez laissé refroidir, bien sûr, tout à fait à l'aise, avec un couvercle pour empêcher les poussières de tomber dessus. Et puis vous ajoutez comme ça des petits morceaux de fraises ou des fraises des bois. Et l'association fraises et rhubarbe est vraiment une association qui convient très bien. Donc vous pouvez très bien faire un dessert avec cette idée-là. Donc vous avez vos morceaux de rhubarbe qui ont été mis à macérer avec du sirop bouillant la veille, que vous avez bien entendu gardé au frais par la suite pour que ce soit bien froid. Vous avez blanchi les asperges. Donc blanchi, je rappelle, on taille les asperges, je dirais, en morceaux dans ce cas-ci, et on les cuit à l'eau bouillante salée, on les rafraîchit. Alors une qualité, et ça je vais vous donner un petit truc, les asperges vertes ne s'épluchent pardon, que partiellement. On épluche à peu près le tiers inférieur de la base. Vous remarquerez également que les asperges vertes, elles ont tendance à être relativement fines au sommet et d'être parfois relativement épaisses à la base. Alors, pour être honnête, je n'ai pas utilisé la base, je l'ai utilisé pour autre chose. Je n'ai pris que les 2 tiers supérieurs des asperges. Donc, la partie, je dirais, qui forme le bourgeon sommital et la partie qui est juste en dessous. J'ai taillé des asperges en biseau. Alors, pour éviter que les parties sommitales qui sont plus tendres ne soient tombées en compote quand les parties inférieures étaient encore fermes, j'ai d'abord cuit les parties inférieures qui sont plus dures et ensuite j'ai ajouté, après 2-3 minutes d'ébullition, j'ai ajouté les parties supérieures de manière à ce que les deux soient cuits avec je dirais, la même intensité. Et ça, c'est un petit truc de cuisinier qu'on peut faire quand on fait ce genre de composition. Il faut garder un petit peu de croquant. Il ne faut pas que l'asperge tombe en compote. D'abord, ce n'est pas beau au niveau de la présentation et ce n'est pas bon au niveau du goût. Hein. Donc ça, c'est un petit truc qu'il faut respecter. Vous cuisez donc les deux avec des moments, disons, de temps de cuisson un petit peu différents. C'est toujours compliqué ça parce que c'est plus facile de Non, se rendre compte quand c'est trop tard que quand c'est trop tôt. Ah oui, mais je vais dire par là que bon, vous avez vos asperges, vous les avez épluchées, vous éliminez pour un autre usage la partie inférieure, et puis vous coupez vos asperges en biseau. Vous avez d'une part vos parties sommitales, vous avez d'autre part les parties inférieures. Quand au bout, vous mettez la partie inférieure, vous laissez cuire à frémissement pendant 2-3 minutes, et puis vous ajoutez la partie supérieure. C'est pas Pendant deux compliqué, il trois faut minutes aussi. Ouais, allez, on va dire que la cuisson, hein, la cuisson traditionnellement, on disait que des asperges, ça cuisait 20 minutes. Maintenant, on a fortement réduit. Je dirais qu'avec un grand maximum d'une dizaine de minutes, mais ça, il suffit tout simplement de prélever les morceaux d'asperges. On pointe, on pique un petit couteau, hein, la pointe d'un petit couteau, et on se rend compte tout de suite si c'est cuit ou pas. Hein. Le mieux, c'est encore d'en goûter un morceau. Mais ça, c'est un peu l'expérience qui vous permet. Moi, j'essaie de vous donner toute une série de clés comme ça, en vous disant, attention, ça doit être cuit de telle manière, ça doit être cuit séparément pour être, je dirais, au mieux. Et on les plonge après directement, après les avoir égouttés, on les prend avec une écumoire, une araignée, on les plonge dans de l'eau froide pour arrêter la cuisson immédiatement. Si vous prélevez simplement les asperges
de l'eau bouillante et vous les mettez à refroidir dans une passoire, elles vont continuer à cuire. Donc, dans ce cas-ci, il faut les ébouillanter, il faut les cuire, elles doivent être blanchies, je dirais, à 8/10, de manière à rester un peu croquantes. Et surtout, le fait de les plonger dans l'eau bien froide à la fin de la cuisson fait qu'elles vont rester bien vertes également. Elles ne vont pas devenir grises. Ok. Hein. Elles deviendront grises et si on les laisse refroidir, je vais dire à température ambiante, elles continuent à cuire et puis elles perdent leur belle couleur. Alors, les fraises, bon, bien sûr, qu'elles soient petites, qu'elles soient grandes, ça c'est à vous de voir. Si elles sont plutôt petites, vous pouvez les laisser entières. Alors, il y a de très très belles fraises en France, hein, qui ont la qualité d'être régulières, d'être bien rouges, d'avoir toute une belle forme. C'est la Mara. Hein. La Mara, ça, elle a vraiment, d'abord, elle a un très beau parfum, un très beau goût, et en plus, elle a une très belle présentation. Ici, je n'en avais pas. J'ai pris des fraises plus grosses que j'ai coupées, soit en deux, soit en quatre. Alors, l'équivalent de 2 fraises de taille moyenne par assiette, c'est largement suffisant. Ayez 4, 5 morceaux, comme dans le cas de l'assiette ici. Alors, la composition n'est vraiment pas compliquée du tout. Hein. Vous mettez d'abord vos asperges, ensuite vous ajoutez les morceaux de rhubarbe, et puis vous mettez vos 3 tranches de copa. Alors, la copa donc qui a été coupée en tranches, il suffit tout simplement de la plisser un petit peu. Donc, c'est une tranche qui fait à peu près 6-7 cm de diamètre. Vous la plissez un petit peu de manière à réduire son diamètre d'à peu près de moitié, de manière que ça soit joli, ça représente comme ça, un petit peu comme une fleur. L'idée n'est pas de chercher à en faire une fleur, mais simplement de la plisser comme si c'était des pétales de viande. Hein. Vous disposez vos 3 morceaux de copa, vos 3 tranches de copa, je dirais, les unes, je dirais, séparées des autres par les produits. Vous ajoutez ensuite les fraises, et puis avec un couteau, vous allez tailler dans la base d'une cive ou d'un jeune oignon, de manière à faire des espèces de filaments. Alors, c'est vraiment pas compliqué du tout. Hein. Vous coupez d'abord en deux, je dirais, dans le, pour avoir, disons, les filaments blancs. Et puis, avec un couteau bien effilé, un petit couteau, genre couteau d'office, vous partez de la base et puis vous coupez de tout fin filament. Ça va se faire tout seul et vous allez comme ça avoir, je dirais, les gaines de l'oignon qui vont se séparer tout en restant attenants à la base. Et vous allez comme ça avoir 6-7 filaments blancs qui vous suffira tout simplement de disposer harmonieusement. Alors, vous allez parsemer avec un tout petit peu donc de germes de betterave rouge ou de chou rouge, mais si vous prenez une autre espèce de jeune pousse, ça n'est pas un problème non plus. Hein. Ici, c'était pour donner, je dirais, un petit peu de couleur, d'accentuer un petit peu les couleurs rouges. Alors, avec votre vinaigre balsamique, vous mettez chaque fois une petite goutte sur chaque fraise, vous n'en mettez pas ailleurs. Et puis avec une cuillère à café ou une cuillère à entremets si vous êtes plus gourmand, vous mettez un petit peu d'huile au choix, donc dans celle que j'ai citée tout à l'heure. Un tout petit peu de sel, tout simplement, éventuellement sur les asperges, mais rien d'autre, puisque la charcuterie est déjà salée, les fraises, on ne les sale pas. C'est vraiment éventuellement quelques petites, je dirais, particules de sel. On pourrait même mettre du sel, genre fleur de sel de Guérande, etc., mais uniquement sur les asperges. Et alors, un petit tour de moulin à poivre discret, parce que malgré tout, la fraise et le poivre, je rappelle, s'associent particulièrement bien ensemble. Donc, j'ai mis en fait des choses qui s'associaient bien ensemble pour créer ça. Et puis, vous avez au moment de la dégustation un contraste. Vous avez, je dirais, la viande qui va s'associer avec la fraise, un petit peu comme du jambon de Parme peut s'associer avec du melon, par exemple. Mhm. Vous avez l'asperge et la fraise qui vont bien ensemble. Vous avez la fraise et la rhubarbe qui vont bien ensemble. Vous avez ce côté à la fois sucré et acidulé qui va très très bien aller avec la viande. Et finalement, vous avez quelque chose qui est génial hein, au printemps. Vous avez quelque chose de rafraîchissant et surtout qui surprend les papilles en réalité. Hein. La personne, enfin les personnes à qui j'en ai fait déguster m'ont dit, ben oui, c'est vrai. Donc tu l'as déjà préparé toi-même Ah ben je l'avais fait moi-même, ça évidemment. et tu l'as déjà mangé. Ah ça c'est mangé depuis longtemps, c'est mangé et digéré. Hein, bon. Et alors, oui, voilà, c'était quoi le verdict? Ah ben le verdict c'est que c'était plaisant évidemment. Ok. Alors j'en ai profité et vous allez pouvoir comparer avec la seconde photo. Donc j'en ai profité pour réaliser la même chose mais présentée sous forme de tapas. Alors ce n'est pas compliqué du tout. Il faut simplement c'est trouver le récipient qui va bien aller. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ces fameux petits récipients en, je dirais en, c'est pas vraiment du bois, c'est plutôt une fibre exotique qui maintenant se trouve
dans tous les rayons des supermarchés ou bien des endroits où on vend des articles de la table. Depuis qu'on est passé du plastique au recyclable, hein, ou au bio ou au naturel, on trouve comme ça toute une série de petits récipients exotiques qui viennent généralement du sud-est asiatique et qui permettent de faire de belles présentations. Donc j'ai pris cette espèce de petite gondole, de petite barquette, hein, et alors vous remarquerez sur la photo, j'ai mis 3 morceaux d'asperges, j'ai mis 2 morceaux de rhubarbe, j'ai mis une seule fleur de copa. J'ai gardé l'idée je dirais de la fibre d'oignon, hein, pour toujours garder cette idée de présentation. J'ai mis une petite pincée de germes de betterave rouge, et puis sur chacune des deux fraises, j'ai mis une petite goutte de vinaigre balsamique. Alors même chose, hein, vous mettez éventuellement un tout petit peu de fleur de sel sur les asperges, et puis vous mettez un tout petit tour de moulin à poivre discret, si vous le souhaitez, vous avez votre tapa. Alors forcément, euh, on en présente une par personne, hein, puisqu'il y aura d'autres choses à déguster lors d'un apéritif où on sert des tapas. Il ne faut pas en faire 4 ou 5 par personne, sinon on fait à ce moment-là carrément l'assiette en entrée et puis c'est tout, hein. Donc vous voyez qu'il est extrêmement simple de passer de l'un à l'autre. Il suffit simplement d'imaginer comment on peut faire, de trouver le récipient adéquat et de garder l'idée de la présentation générale. Tout simplement. Tout simplement. Donc Voilà. j'espère que ça vous aura éclairé et que vous voyez comment on fait pour passer d'un plat à un autre plat en version miniature, tout simplement. Bah, ils sont tous les deux très jolis, en tout cas. Moi, je trouve que la tapa est plus intéressante. Et on pourrait presque en faire un buffet comme ça, avec tout plein de petits tapas, puis les gens Ah prennent ben ce c'est le qu'ils genre veulent. de choses qu'on va servir en buffet. Dans le cadre d'un cocktail dînatoire, par exemple, on peut très bien servir ce genre de choses. Vous en réalisez, admettons, 50, si vous avez 50 personnes, et ça va très vite, hein. Il faut simplement travailler à la chaîne. On dispose tous ces récipients, et puis après on met la base, hein, c'est-à-dire les asperges et la rhubarbe, et puis après on ajoute la fraise, on termine par la copa, et puis on garnit avec les jeunes oignons et les brindilles de germes de betterave, et c'est terminé, hein. Ça pourrait servir de... Je pense à ça parce on a des restaurateurs qui nous écoutent, des chefs de cuisine qui travaillent en restaurant. Si vous cherchez une idée pour Mais je pense la que les prochaine saison. professionnels ont déjà suffisamment d'idées. Enfin, ils Tu peuvent crois? évidemment les utiliser. Ben oui, c'est le genre de choses que des professionnels, je dirais, créent sans aucun problème, évidemment. Ok, donc voilà. Donc si vous êtes amateur de cuisine et que vous allez essayer, j'en connais déjà qui vont essayer et qui vont répondre, qui vont envoyer un message en disant c'était une tuerie. Je lui ai fait un petit clin d'œil d'ailleurs. Oui. J'espère que ça leur plaira et nous attendons de leurs nouvelles, hein. Donc les photos seront postées sur les réseaux sociaux. Vous pourrez aller voir. Donc c'est une salade, comme tu disais encore, Alpa. Alpa, voilà, maintenant, à vous de trouver un nom plus Donc exotique ou plus original si vous le souhaitez, voilà, le et à défi. nous en faire part. Voilà, tout Le défi, simplement. pour avoir une surprise du chef de la part de Guy, proposer un nom pour cette salade qui est une composition originale de Guy. Et si vous l'avez déjà vu par ailleurs exactement la même, venez nous le dire, comme ça pourra... Oui, parce que si ça existe par ailleurs, je ne suis pas allé voir ailleurs si ça existait, hein. Mais voilà, nul n'est jamais certain d'avoir rien inventé en cuisine. Donc bah, peut-être que quelqu'un oui, a eu l'idée à un autre moment de faire ce genre de choses, mais en tout cas, moi, je n'ai pas cherché à imiter qui que ce soit. comment on appelle ça? L'association de pensée, quand tu as deux personnes qui ont la même idée au La même pensée moment. convergente. Voilà, convergence de pensée. Bah. Oui, Donc on n'est pas à l'abri de ça, quoi. on n'est pas à l'abri de ça en cuisine, hein. Parce que j'ai déjà entendu des gens accuser. Ouais, Guy, en fait, c'est pas une recette originale, j'ai déjà vu ça ailleurs. Et bah oui, bon, parce qu'ils ont eu la même idée au même moment, quoi. Mais ok, super. Bon, ben je vous laisse le plaisir d'essayer ça. Et puis, si vous voulez essayer avec d'autres recettes classiques et d'en faire la conversion en tapas, n'hésitez pas à venir nous le partager. On a un groupe Facebook où les gens discutent entre eux, la communauté de notre podcast, échangent des recettes, des idées, posent des questions. Ça, c'est sur le groupe de Parler Cuisine Podcast sur Facebook. Donc, il y a une page où on met les informations des épisodes, etc. Et puis, un groupe. Il faut aller se faire membre du groupe. Je l'ai mis en privé, donc généralement, je mets moins d'une journée pour approuver les membres parce qu'il y a eu pas mal de gens qui sont venus spammer au début, donc ça, je voulais pas. Voilà, donc... Ça sera tout, Guy. Alors, qu'est-ce qu'on peut boire avec ça? Ah, eh bien, écoutez, moi, je vais vous dire que j'apprécierais bien avec ça un vin portugais.
Alors, qu'est-ce que j'apprécierais avec ça comme vin portugais? Un vin qui a un petit peu ce côté légèrement acidulé et qui marche très très bien avec tout ce qui est charcuterie et fruits. Alors moi j'ai pensé soit à un Vinho Verde, soit à un rosé frisant du Portugal. Hein. Bon, évidemment, il y a une grande marque qui est très connue dans les restaurants de type asiatique. Mais ça, c'est vraiment le genre de vin... Le vin préféré de la reine d'Angleterre? Ah, je ne sais pas si c'est celui-là qu'elle aime bien, je n'en sais rien. La marque qui commence par M et qui termine par Teus. C'est ça, voilà, exactement. C'est vrai que... La reine d'Angleterre aime beaucoup ce vin-là, paraît-il, qu'ils en ont des stocks à Buckingham. C'est vrai que ce n'est pas un vin qui est très onéreux, ce n'est pas un vin qu'on va qualifier de vin exceptionnel, mais bon, en l'été, il est très plaisant. On le boit sans aucune peine, tellement il est agréable. Ça descend tout seul. Oui. Ça descend tout seul, voilà. Voilà. Et en plus, vous resterez dans la couleur. Hein, si c'est un vin rosé, eh bien vous resterez dans la couleur. Bon, mais ça n'empêche qu'il faut quand même consommer avec modération, n'oubliez pas. Oui, mais il existe en blanc, et ça c'est le Vinho Verde que j'apprécie et que j'appréciais quand j'étais au Portugal. Voilà, ok, super, merci beaucoup. Bon, mais on va laisser les gens maintenant. Et il n'y a plus qu'à tester. Hein. Bon appétit, hein. À bientôt. Au revoir.